Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première des 2 émissions que nous passerons en compagnie, et c'est un grand plaisir, de Sakyong Mipham Rinpoché. S'il est le détenteur de la lignée de Shambhala, dirige des centres de méditation et de retraite du même nom, il est aussi le fils d'un grand maître tibétain, Chogyam Trungpa, qui a joué un rôle primordial dans l'implantation du bouddhisme en Occident. Quelle éducation a donc reçu ce jeune maître? Comment gère-t-il l'héritage spirituel de son père? Et enfin, de quelle manière son activité se déploie-t-elle aujourd'hui? Nous allons poser sans plus attendre toutes ces questions à notre invité. Sakyong Mipham Rinpoché, bonjour. Oui. Vous êtes, je le disais, le chef spirituel de la lignée Shambhala. Vous êtes également le descendant du roi guerrier du Tibet, Gesar de Ling. Et vous êtes l'un des détenteurs des lignées Kagyu et Nyingma du bouddhisme tibétain. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Rinpoché. Mais avant de mieux faire connaissance avec notre invité, je vous propose de revenir plus en détail sur son parcours. Le Sakyong Jamgon Mipham Rinpoché est l'un des lamas incarnés du rang le plus élevé et des plus vénérés du Tibet. Il est unique en ce qu'il est une passerelle entre 2 mondes, l'Asie et l'Occident, puisqu'il a été élevé dans ces 2 cultures. Fils aîné et héritier spirituel du Vidyadhara Chogyam Trungpa Rinpoché, il est l'incarnation de Mipham le Grand, qui est vénéré au Tibet en tant qu'émanation de Manjushri, le bodhisattva de la sagesse. Parce qu'il est membre de la famille Mukpo, le Sakyong Mipham Rinpoché descend du roi guerrier Gesar de Ling. Le Sakyong Mipham Rinpoché est né en 1962 à Bodh Gaya en Inde. Après avoir reçu une éducation bouddhiste pendant sa jeunesse, il a rejoint son père en Occident où il a continué ses études de la philosophie et des rites bouddhistes. Parmi ses maîtres figure sa sainteté Dilgo Khyentse Rinpoché qui fut également maître de sa sainteté le Dalai Lama ainsi que sa sainteté Penor Rinpoché. Il a également étudié le Kyudo, la voie de l'arc, avec le maître archer de l'empereur du Japon, Konjuro Shibata Sensei, et la calligraphie avec le maître zen japonais Kobun Shino Roshi. Chef temporel et spirituel de centres de méditation et de retraite présents un peu partout dans le monde, le Sakyong, littéralement protecteur de la terre, est détenteur de la lignée Shambhala. Une tradition qui met l'accent sur la confiance dans la bonté fondamentale de tous les êtres et enseigne l'art de vivre avec courage basé sur la sagesse et la compassion. Il est également l'un des détenteurs des lignées Kagyu et Nyingma du bouddhisme tibétain. Il est marié à la princesse Tseyong Palmo, fille de son éminence Namkha Drimé Rabjam Rinpoché, chef de la lignée Ripa. Le 11 août 2010 est née la petite princesse Drukmo Yeshe Mukpo à Halifax en Nouvelle-Écosse. Rinpoché, on vient de le voir dans ce petit sujet. Vous avez donc reçu une éducation à la fois orientale et occidentale. Qu'est-ce que chacune de ces 2 formations vous a apporté? Merci. Je suis ravie d'être ici et je pense qu'une partie de mon éducation consistait à équilibrer l'aspect spirituel et aussi l'aspect séculier, l'aspect familial. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois vivre dans le monde et avoir une éducation spirituelle. Alors j'aimerais que l'on revienne un instant sur ce mot de Sakyong, qui est le titre en fait que vous portez. Que signifie ce terme, Rinpoché? C'est un titre assez inhabituel qui combine
à la fois l'héritage spirituel et aussi la responsabilité de vivre dans le monde. Donc j'étais à la fois, j'ai reçu une éducation monastique et en même temps je viens d'une lignée familiale qui consiste à appliquer les enseignements dans la vie de tous les jours. Donc le Sakyong a à la fois une responsabilité séculière, c'est-à-dire qu'il est dans le monde, il habite dans une maison comme tout le monde, et en même temps il s'agit de maintenir son intégrité. Sakyong est un mot tibétain et je pense que ça a des équivalences dans différentes sociétés. Alors, effectivement, vous avez été préparé dès votre plus jeune âge à ce rôle de souverain, de Sakyong, notamment à travers des disciplines comme les arts martiaux, la calligraphie, comme on l'a vu dans le reportage. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur cette formation bien particulière, Rinpoche? Je pense une partie de mon éducation consiste à développer nos sens, à développer une appréciation, à développer le côté artistique et à développer le corps et l'esprit en harmonie, en synchronie. Donc il y a un côté où on enseigne la méditation, quelque chose qui est très profond, mais il faut aussi développer la force, la clarté. Et ça s'applique à de nombreux arts. Donc j'ai appris la calligraphie, j'ai fait beaucoup de choses physiques. J'aime beaucoup tout ce qui est physique, sport, etc. Donc c'était vraiment un bon équilibre. Et un de vos maîtres était Dilgo Khyentse Rinpoche. Alors quel souvenir est-ce que vous gardez de lui? Qu'est-ce qu'il vous a transmis principalement? Il était très grand et extrêmement aimant. Il était très proche de moi, très proche de mon père. Et c'était comme un grand-père. Et mon souvenir le plus important, c'est quand mon père est mort et Dilgo Rinpoche m'a vraiment aidé à poursuivre mon éducation et il a continué à m'enseigner et il était vraiment présent quand mon père est mort. Alors on vous présente comme l'incarnation de Mipam le Grand, également comme une émanation de Manjushri. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de qui il s'agit, Rinpoche? Mipam Rinpoche était extrêmement reconnu au Tibet, à la fois dans les traditions Kagyu et Nyingma. C'était un écrivain très célèbre qu'on appelait un Ma Pandita. Il a écrit et étudié les tantras, la philosophie de façon extensive. Et une de ses contributions les plus importantes a été de clarifier la vue de la méditation et beaucoup de collèges monastiques aujourd'hui étudient ce qu'il a écrit. Il était extrêmement brillant et il était donc considéré comme une émanation du Bouddha, de la sagesse qu'on appelle Manjushri. Par exemple, parfois Manjushri tient une épée qui est l'épée de l'intelligence. Donc c'était vraiment une figure très très importante à son époque. Vous êtes également le fils d'un très grand maître tibétain, Chögyam Drongpa, qui a joué un rôle très important en Occident. Est-ce que finalement son héritage spirituel n'a pas été trop dur à porter pour vous? Comment est-ce que vous l'avez reçu? Pour moi, cet héritage était vraiment une bénédiction. C'était mon maître, mon père, mon ami. Nous étions extrêmement proches. Et c'était quelqu'un d'extrêmement important qui a joué un rôle très important pour amener le bouddhisme dans l'Ouest. Donc en Amérique, vous savez, il a créé la première université bouddhiste et il a enseigné le bouddhisme à énormément de gens. Et je pense que une grande partie de ce qu'est le bouddhisme aujourd'hui dans l'Ouest, c'est grâce à lui. Donc je crois que c'était quelqu'un d'extrêmement brave, courageux, audacieux et en même temps très bienveillant et plein d'amour. Et vraiment, il a essayé de transmettre une culture dans un environnement extrêmement difficile et extrêmement différent. Donc on sait que c'est quelque chose de très difficile. Et je crois qu'il serait très heureux de savoir que tout ça continue. Et à un niveau
plus personnel, quel est le souvenir le plus fort que vous gardez de lui? Je pense que j'ai des souvenirs d'une certaine façon très ordinaires. Il m'enseignait les choses de façon très simple, très ordinaire. Il était vraiment très chaleureux, très humain. Et nous avions des discussions chaque jour sur toutes sortes de sujets. Et il portait une attention très grande à tous les détails. Il avait une appréciation pour la vie, pour simplement le fait d'être vivant. Et une des choses qu'il m'a enseigné, c'est vraiment d'apprécier, de vivre, d'avoir cette vie et d'apprécier cette vie dans le monde plutôt que de se retirer du monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment fait lui-même. C'était important pour lui. Et il pensait que c'était important pour la continuité de la tradition spirituelle. Alors vous-même, vous tentez de proposer cette fusion d'enseignements à la fois occidentaux et orientaux. Sur quel point vous souhaitez insister, Rinpoche? Qu'est-ce qui vous semble le plus important à continuer à transmettre? Je pense que la chose vraiment la plus importante, c'est de comment nous nous sentons, nous, être humains envers nous-mêmes. Donc nous enseignons la bonté fondamentale. Et cette idée de bonté fondamentale, c'est vraiment comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'être bouddhiste, mais de savoir comment nous nous sentons, nous ressentons notre propre nature, que nous sommes fondamentalement bons et que nous avons de la force. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à exprimer, parce que je crois que l'Est et l'Ouest se rapprochent de plus en plus. Et le point le plus important aujourd'hui, c'est comment nous manifestons notre nature, comment nous allons continuer à... Certaines traditions vont survivre, mais d'autres vont disparaître. Et donc, il s'agit maintenant de transmettre cette sagesse que mon père a apporté de la tradition du Tibet et de la transmettre dans ce monde moderne. Et qu'est-ce qui a rendu le Tibet aussi important? Qu'est-ce qui a fait qu'il a produit tant d'êtres importants? C'est parce que c'était des gens profonds et forts. Et c'est ça qu'on doit transmettre. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais que vous me disiez un mot de vos actions caritatives, car elles sont nombreuses. Quelles sont celles qui vous tiennent le plus à cœur, Rinpoche? Mes actions caritatives ont commencé pour reconstruire des institutions au Tibet. Et donc, j'ai couru des marathons et l'argent que j'ai pu récolter dans ces marathons, je les ai donnés pour reconstruire des institutions d'éducation au Tibet pour que les Tibétains puissent se réapproprier leur culture avant d'être eux-mêmes complètement séduits par le matérialisme. Donc, je voudrais qu'ils puissent apprécier aussi leur propre tradition. Et ensuite le transformer en organisation aussi d'éducation pour les jeunes, pour que les jeunes puissent aussi croire dans leur propre bonté, dans leur propre force et puissent vivre leur vie de ce point de vue. Voilà, ça c'est vraiment les choses qui sont importantes pour moi. Merci beaucoup Rinpoche d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Okay, thank you. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, de notre invité Sakyong Mipham Rinpoche, Régnez sur votre monde, publié à la Table Ronde. Le monde sacré de Shambhala, pratique de la voie du guerrier dans la vie quotidienne, de Jeremy Hayward, publié aux éditions du Seuil. Et enfin, Dharma et créativité de Chogyam Trungpa, toujours aux éditions du Seuil, dans la collection Point Sagesse. L'auteur nous explique comment cet art du Dharma permet d'apprécier la nature des choses. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.